Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Clément Ramos, je suis promo sortant de 2009 et je travaille dans un cabinet qui s'appelle Carbone 4, qui est un cabinet de conseil qui est spécialisé sur les enjeux de transition énergétique et évidemment sur les sujets énergie et climat. Ça fait 10 ans que je travaille, ça fait 6 ans que je suis à Carbone 4 et avant j'ai travaillé 4 ans dans un grand cabinet de conseil où il y avait d'ailleurs à l'époque Nicolas Imbert qu'on a vu en vidéo juste avant. Et donc beaucoup de choses ont déjà été présentées dans ce que j'envisageais de présenter aujourd'hui. Je vais un peu m'adapter. Juste pour démarrer un tout petit peu, pour recontextualiser pourquoi on en est là en fait aujourd'hui par rapport au sujet du changement climatique. Est-ce que vous avez une petite idée de l'équivalent de ce que représente cette petite image par rapport à la voiture qui est tractée? Ce serait quand même une belle voiture, ce serait une 200 chevaux, mais une 200 chevaux, il faudrait l'équivalent de ce nombre de personnes pour la tracter et pour disposer de la puissance de ce type de véhicule. Donc en fait, à l'heure actuelle où on en est aujourd'hui, ça fait 2 siècles que la révolution industrielle a eu lieu, on a démultiplié nos bras et nos jambes, toutes et tous, grâce à l'accès à une énergie très abondante et peu chère. Il y a eu énormément de conséquences pour notre civilisation, une quantité d'indicateurs de développement humain qui se sont développés de manière positive, mais on commence à en payer aujourd'hui le prix, puisque finalement ça a eu un prix environnemental, et donc le développement de la civilisation s'est finalement fait au prix de l'environnement. Donc ça a été longuement développé, je ne vais pas plus rentrer dans les détails, bon, hop, je passe. Alors, donc le premier, c'est quand même de se dire, moi le propos que je vais développer aujourd'hui c'est plutôt orienté entreprise. Carbone 4, on travaille avec les entreprises, avec les pouvoirs publics, avec les collectivités locales. Et mon rôle, c'est notamment de diriger le pôle stratégie. C'est-à-dire qu'on parle avec les plus hautes sphères décisionnelles possibles dans les entreprises pour injecter cette notion climatique, les enjeux de la transition énergétique, dans le logiciel, dans la réflexion des gens qui pensent l'entreprise à long terme, entre guillemets, puisque finalement, même en stratégie, on pense rarement plus de 3 ans, mais on redonne un peu cette lettre de noblesse à ce type de réflexion, puisque le changement climatique et tout ce qu'on a dit jusqu'avant s'inscrit dans une échéance long terme qui est beaucoup plus forte que ces petites échéances liées notamment à la financiarisation qu'on a mentionnée tout à l'heure. Alors, à quoi sont exposées en particulier les entreprises, qui finalement sont des vecteurs très forts pour façonner et transformer la société, puisque c'est d'une transformation assez radicale dont on parle si on veut se garantir un avenir vivable. Comment les entreprises peuvent prendre en compte ce sujet, l'intégrer et comprendre à quels risques et à quelles opportunités elles s'exposent en fonction des divers futurs qui nous attendent. Alors, un petit élément illustratif là-dessus, c'est, pardon, c'est le mauvais sens, moi aussi je me fais avoir. Voilà. Là, vous avez sur ce graphique des scénarios du GIEC qui nous projettent à 2100 en fonction de diverses expositions au réchauffement climatique. Tout en haut, vous avez ce qu'il y a de plus pessimiste dans le rapport que j'ai utilisé, sachant que maintenant il y a encore plus pessimiste puisqu'on parle de plus 7 degrés. Là, la courbe du haut, la principale, c'est si on est à peu près à plus 4-5 degrés. Tout en bas, vous avez l'humanité se prend le sujet à bras le corps et alors c'est les émissions en ordonnée. Les résultats sur la droite vous indiquent à quel degré d'augmentation de température on se trouverait. Et tout en bas, donc, c'est le scénario qui essaie d'être optimiste et de dire ok, on va respecter l'accord de Paris, ou mieux. C'est-à-dire que l'accord de Paris, ils disent 2 degrés, on a mentionné le 1,5 degré qui est, si on veut pas déjà que certaines îles se retrouvent sous l'eau dans quelques dizaines d'années. Et en fait, les entreprises, dans tous les cas, quoi qu'il advienne, sont exposés à 2 types de risques. Les risques physiques et les risques de transition. Alors avec des opportunités associées dans les 2 cas. Dans le premier cas, on ne fait rien, on est à plus 7, plus 10 degrés, je ne sais pas. Toutes les hypothèses qui sont prises sur les chaînes d'approvisionnement, sur le fonctionnement industriel, sur la stabilité politique du monde sont à mettre à la poubelle. Il n'y a rien de tout ça qui va se passer. C'est un monde hyper instable, comme on l'a expliqué juste avant. Et déjà dès aujourd'hui, on le voit et ça va ne faire que continuer,
l'adaptation au changement climatique et à ces évolutions est quelque chose qu'il faut prendre en compte dès aujourd'hui, puisque ça va continuer à survenir en termes d'aléas climatiques, en termes d'intensité et de fréquence. Tout ça va augmenter et ne va pas s'arranger, même si on arrête tout aujourd'hui en termes d'émissions. Ça, c'est le premier risque. Et en face, si on prend les choses en main et qu'il y a un certain nombre d'initiatives et de dynamiques liées à la transition, les entreprises sont également exposées à des enjeux liés au changement des marchés, au changement des comportements, au changement bien entendu des réglementations. Tout ça, il faut l'anticiper en fait. Et la réalité sera entre les deux le plus bas possible dans le cadre de ce schéma, j'espère. Et donc le travail qu'on fait nous avec les entreprises, c'est réfléchir à ça et à projeter en fonction de différents scénarios, l'évolution des marchés, l'évolution de l'approvisionnement, le coût des matières premières, comment on injecte le carbone là-dedans, etc., etc., etc. Alors qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pour... alors je vais passer ce sujet-là, c'était l'adaptation au changement climatique, mais j'y reviendrai peut-être. Comment on fait pour déjà se projeter dans... déjà comprendre le sujet, c'est être en mesure de le mesurer. Et donc la fameuse empreinte carbone, c'est ce travail-là. C'est-à-dire, j'essaie de mesurer quelles sont toutes les émissions nécessaires à l'existence de mon activité. Donc il y a mon précaré, il y a mon outil industriel, je suis par exemple Toyota, il y a mes usines, mais il y a également l'usage de mes produits vendus, puis également tout ce qui a été nécessaire à la production de mes matières premières, des intrants pour produire mes produits. C'est très important cette notion parce qu'en fait jusqu'à présent, notamment dans l'imaginaire collectif, je pense d'une part, et aussi du fait de la réglementation, les émissions c'est considéré comme... c'est associé à une notion de responsabilité. En fait, c'est pas ça l'idée. L'idée c'est de savoir quelles sont les émissions nécessaires à l'existence de mon activité, avec un niveau d'influence plus ou moins fort sur les différents postes d'émissions. Donc dans ce cadre-là, c'est le principe du bilan carbone ou de l'empreinte carbone. On regarde son activité, donc les émissions directes dont a mentionné pour les usines tout à l'heure l'orateur précédent. Et il faut aussi s'interroger sur son exposition par rapport à ses risques de transition en particulier sur sa chaîne amont et sa chaîne aval. Donc en amont, on va avoir les matières premières que j'ai mentionnées tout à l'heure, tout le transport qui va être nécessaire pour arriver sur le site industriel, et ensuite en aval, le transport bien entendu, et l'usage des produits. C'est-à-dire que Toyota ou PSA, si les voitures diesel ne roulent pas, ils ne les vendent pas. Donc le fait qu'il y ait des émissions, peu importe si la personne qui conduit appuie fort ou pas sur la pédale et accélère comme un taré ou pas, elles auront lieu, et il faut les prendre en compte dans cette réflexion sur quel est le degré d'exposition aux risques liés à la transition énergétique, et donc cette réflexion s'enracine sur le fait de comprendre quelles sont les émissions nécessaires à l'existence de mon activité. Donc ça c'est le premier point, c'est déjà comprendre, mesurer, parce qu'on ne peut pas changer ce qu'on ne mesure pas. Alors, on ne peut pas forcément changer tout sur sa chaîne de valeur, bien entendu, et c'est là où ça devient marrant, en fait, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est là où ça se complique. C'est-à-dire qu'on est clairement dans un système totalement interdépendant. Et s'imaginer que simplement réduire les émissions sur son propre précaré, sur ses propres actifs, c'est clairement pas suffisant. Pas parce qu'on est responsable ou qu'on a des leviers pour faire de manière très forte réduire les émissions sur le reste de la chaîne de valeur, mais que de toute manière on est embarqué sur le même bateau. Je pense par exemple aux banquiers. BNP Paribas, je crois, annonce qu'ils sont très faibles émissions, etc. Leurs émissions, c'est des vides bureaux. Hein. Ils sont des bureaux, ils utilisent l'imprimantes, la machine à café. Par contre, il y a des milliards et des milliards qui sont investis dans les centrales charbon en Chine. Et ça, bizarrement, ça n'apparaît pas dans leur bilan carbone. Alors que c'est un risque, une exposition énorme au risque de transition. C'est déjà en train d'arriver. Des gens qui partent de BNP pour aller dans d'autres banques parce qu'ils considèrent que les investissements qui sont faits ne sont pas compatibles avec ce qu'a pu décrire Eric notamment sur l'avenir potentiel qui nous attend si on ne fait rien. Alors, bon, je passe les aspects techniques. Donc, finalement, pour les entreprises, il y a un enjeu également, qu'on a parlé de résilience, de survie, de résilience, c'est-à-dire notamment à des concurrents qui pourraient se mettre à transitionner plus vite ou s'y mettre plus tôt. Moi, ce que je vois, c'est qu'il n'y a quand même pas rien qui se passe. Il y a quand même des très grands groupes qui s'y mettent sérieusement et qui ont compris qu'il y a un enjeu de résilience. Là où c'est assez intéressant, c'est qu'il y a un des sujets qui émerge énormément aujourd'hui, qui n'était pas celui auquel je m'attendais forcément. Il y a plein de risques pour l'entreprise, des risques technologiques, des risques financiers. En fait, il y a un risque RH. C'est là où on en revient un peu à l'école, et ce qu'on enseigne aux élèves. C'est-à-dire que j'ai fait une conférence cet été, à Lyon d'ailleurs, un syndicat d'industriels qui pèse plusieurs dizaines de milliards dans le PIB français. Et il me disait, il n'y a pas d'industrie sans jeunes, et on n'arrive pas à recruter en fait. Parce qu'il nous parle de bilan carbone, transition, je ne comprends rien, je ne sais même pas de quoi il me parle. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler du manifeste étudiant.
qui est un manifeste qui a été signé par des dizaines de milliers d'étudiants en France et qui dit en gros j'ai pas envie de bosser pour des boîtes qui font rien et ou pour des boîtes qui n'ont pas de sens par rapport à ces enjeux d'avenir et de transition énergétique notamment, transition écologique de manière plus large. Et nous on aimerait bien les recruter ces gens, ces talents, et finalement, la transition énergétique, j'ai envie de faire quelque chose peut-être d'abord pour ça, et peut-être pas pour les sujets que j'ai évoqués juste avant, qui sont pour moi quand même critiques et essentiels, mais qui ne viennent pas tout de suite à l'esprit des dirigeantes et dirigeantes avec lesquels on peut discuter. Et l'un des propos que j'aimerais aussi développer, enfin un petit peu soutenir aujourd'hui, c'est que l'argent, la finance, la technologie, c'est fondamental. On a un petit peu parlé de ces sujets tout à l'heure, mais en fait, le moteur principal de la transition, si on veut arriver à faire quelque chose, c'est l'évolution des imaginaires. Et ça se passe dans nos cerveaux, même dans nos cerveaux reptiliens. Et c'est là qu'est tout l'enjeu. C'est-à-dire que même avec les dirigeantes et les dirigeantes avec qui je peux parler, avant de pouvoir les convaincre et de faire comprendre tout ce qu'il y a derrière, c'est déjà de rendre un petit peu plus enthousiastes par rapport aux enjeux extrêmement anxiogènes qu'on a expliqués avant, les sujets de transition. Et c'est ça que cherchent les gens qui veulent rentrer dans de nouvelles entreprises. J'ai entendu des ingénieurs dire, notamment, moi je suis ravi de rentrer sur le marché du travail, il y a tout à réinventer. En tant qu'ingénieur, c'est génial. On a plein de choses à faire, plein de choses à réinventer. Donc ça, c'est enthousiasmant. Donc c'est ce que j'essaie de dire aux entreprises avec qui je travaille, c'est plutôt aller chercher ce levier-là, parce que l'être humain n'est jamais plus innovant et dynamique et réactif par rapport à des situations de stress que dans un état émotionnel positif. J'ai parlé avec des gens du corps des mines, il n'y a pas très longtemps, qui disent, mais même dans les ministères, on ne sait pas trop comment lancer une machine, notamment dans les PME, dans les ETI, qui sentent qu'ils ne sont pas trop sur ces sujets, parce qu'il faut déjà qu'ils comprennent dans quelle mesure ils sont exposés, et même le fait de le faire, ça ne vient pas tout de suite à l'esprit. Et le sentiment qui est remonté plutôt des pouvoirs publics et des grands ministères qui travaillent, des gens qui travaillent là-dedans, c'est on ne sait pas trop, puis c'est anxiogène, etc. Donc toute la côté enthousiasmant et la richesse de ce que ça peut représenter pour notre civilisation d'essayer de transformer la société, et pas trop dans le logiciel déjà. Donc c'est un autre enjeu très fort qui va bien au-delà de la technologie et de la finance, c'est les imaginaires collectifs. Donc ça c'est ce que je viens de dire, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que l'imaginaire des gens qui arrivent dans les entreprises est déjà différent de ceux qui les font tourner aujourd'hui. Il faut le prendre en compte et c'est un des risques de transition très clairs pour les entreprises, le recrutement. Je voudrais peut-être également revenir sur quelque chose qui, par rapport aux entreprises, permet de donner un petit peu un ordre de grandeur de l'effort à fournir. On l'a mentionné tout à l'heure pour le 1,5 degré, en gros c'est divisé par 2 les émissions d'ici 2030. Ça c'est 1,5. Donc pour 2 degrés, c'est à peu près 40% quels que soient les secteurs, dans l'OCDE en tout cas. C'est déjà massif comme effort à 2030. Ça veut dire entre 4-5% de réduction par an. Ça c'est pareil, pour se donner une petite idée de l'effort à fournir, c'est assez intéressant, et à remettre dans le cadre qui est assez transversal et systémique, comme l'a mentionné au début Damien, sur les élèves qui sont formés pour comprendre des systèmes, et un problème systémique comme le climat, c'est complètement dans les cordes d'un ingénieur, c'est qu'il y a cet enjeu d'effort technologique, économique et aussi d'imaginaire. C'est pour ça que j'ai introduit ça tout à l'heure, il faut vraiment avoir conscience de ça, que les freins ne sont pas forcément du tout dans les technologies ou dans les sous, mais dans les têtes. Alors, j'ai parlé de l'imaginaire, j'ai parlé des technologies, donc les sous, l'argent. Évidemment, c'est quelque chose qui demande un effort assez fort, assez fondamental pour toutes les entreprises de le faire. Donc s'imaginer qu'on va pouvoir faire une transition sans remettre sur la table, c'est se fourrer le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Et ça met du temps, pareil, à infuser, à être compris par les gens qui décident. Même si aujourd'hui je vois que ça commence à changer et qu'il y a des centaines de millions d'euros qui sont mis par des grands groupes français pour commencer sérieusement à s'y mettre et à essayer d'attaquer les marchés qui ont un avenir dans un monde décarboné d'une part, et de se retirer des activités qui le sont un petit peu moins. Alors quelques principes quand on est une entreprise pour essayer de commencer à bien prendre en compte ces enjeux. La première, c'est de se former. Parce que bien comprendre un problème, ça ne veut pas forcément... Enfin, beaucoup entendre parler d'un sujet, ça ne veut pas forcément dire qu'on comprend. Et donc pour les entreprises, toutes les recommandations que je sors là viennent du Shift Project, c'est une association qui a été mentionnée plus tôt, et qui a réfléchi avec des dirigeantes et dirigeantes sur ces sujets, sur pourquoi je fais rien et qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour faire quelque chose. Donc déjà se former, notamment les dirigeantes et dirigeantes, les plus hauts niveaux, pour bien comprendre ces expositions aux risques de transition et aux risques d'adaptation, afin d'enclencher déjà
de réaliser les enjeux et ensuite d'essayer d'enclencher une prise de décision et une prise de conscience générale dans le groupe ou dans l'entreprise concernée. La deuxième, c'est qu'il faut se doter d'une comptabilité qui permet de compter ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire les enjeux liés à la transition énergétique qu'on peut condenser avec les tonnes d'équivalent CO2. C'est-à-dire la comptabilité carbone vous permet d'avoir une idée des flux, non pas d'argent, mais d'énergie, de matière qui rentrent, qui sortent de l'entreprise et qui ont leurs conséquences sur le changement climatique du fait des émissions qu'elles génèrent. Ça, c'est un vrai truc qui n'est pas trop câblé à ce jour dans les entreprises. Financièrement et sur le plan comptable, il y a plein de processus de comptabilité qui existent. Mais compter ces flux physiques et ces flux d'énergie, via notamment l'outil de l'estimation de l'empreinte carbone, c'est pas encore trop le cas. Donc ça, c'est quelque chose évidemment qui est fondamental, bien mesuré, pour ensuite pouvoir changer. C'est une des premières étapes. Ensuite, il faut clairement engager des réflexions très profondes et très sérieuses sur qu'est-ce que c'est la stratégie d'une entreprise dans un monde décarboné, dans un monde qui correspond à l'accord de Paris de 1,5 degré, et mettre à contribution les différentes business units ou en tout cas les organes qui réfléchissent à l'avenir de l'entreprise sur ces sujets. Se fixer des objectifs, une fois qu'on a compris quels étaient un petit peu les enjeux pour l'entreprise, en valeur absolue d'émission et pas en intensité. Parce qu'on entend souvent des entreprises qui disent oui, je vais émettre moins par produit qui sort d'usine. Sauf que l'atmosphère, c'est pas une histoire d'intensité, c'est une histoire d'absolu. Donc l'un de mes patrons dit souvent, l'atmosphère n'a que faire de ratio, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, si vous décidez que vous allez avoir une croissance, qu'il y a un budget carbone qui est fini, et que vous allez croître par rapport à l'année de départ, il faut être encore plus intense en décarbonation sur l'année cible. Il faut intégrer la croissance là-dedans. C'est-à-dire que le budget carbone, c'est un absolu, c'est pas une intensité. Évidemment, il faut que les personnes les plus hautes possibles dans la sphère décisionnelle de l'entreprise sont impliquées dans le processus de transformation associé à ça. Des membres du COMEX, c'est nécessaire pour enclencher la transition. Évidemment, si on veut commencer aussi un petit peu à faire percoler d'une manière ou d'une autre, il faut que ça soit pris en compte dans la rémunération des gens qui dirigent l'entreprise et pas que, de tout le management et le top middle management. Et deux derniers points. Le calendrier doit être compatible avec la trajectoire de décarbonation, donc évidemment le timing est très important. Et enfin, j'en ai parlé mais très rapidement, il faut aussi un petit peu réfléchir aux conséquences actuelles et à venir et qui sont déjà crantées du changement climatique sur mes actifs, sur mon exposition à ma chaîne d'approvisionnement, etc., etc. Donc faire un audit d'adaptation. Voilà quelques principes pour un petit peu se mettre en branle de manière correcte. Et c'est vraiment le minimum vital à mon sens par rapport aux enjeux de transition énergétique pour les entreprises. Pour terminer, donc, comme je vous le disais, finalement, ce n'est pas forcément uniquement un sujet technologique et financier, c'est d'abord un sujet de transformation culturelle et managériale dans les entreprises qui sont déjà initiées dans quelques grands groupes français. Par le haut de la pyramide et ça descend, mais il y a d'autres manières de faire, notamment les forces vives du bas de la pyramide sont aussi extrêmement motivées en général et arrivent à faire remonter des idées et cette transformation dans l'autre sens. Voilà, bon, je vous remercie. Merci Clément.